Eh bien, on va aborder les grands enjeux des travaux publics à la lumière de la transition énergétique. Évidemment, le secteur qui émet 3,5% de CO2 national a décidé d'accélérer sur le sujet. La FNTP appelle même à un New Deal écologique en matière de politique d'infrastructure. Alors, comment verdir la filière? On va voir ça avec les nombreux invités qui vont se succéder sur ce plateau. Et on commence avec le premier thème, autoroutes et rails de demain. Quel avenir pour le fret ferroviaire? Le fret est-il la solution idéale finalement pour le transport logistique, pour diminuer son impact environnemental? Pour en parler, je suis avec Jessica Ibelaiden. Bonjour, vous êtes chef de rubrique infrastructure, grands projets, entreprise de BTP chez Bâti Actu. Vous allez m'accompagner jusqu'à 15 h. Nicolas Gint, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie de Rail Logistics Europe. Alors, ça regroupe l'ensemble des activités de fret et de logistique ferroviaire de la SNCF. Et puis, David Valence, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Dié-des-Vosges, vice-président de la région Grand Est en charge des transports. Alors, on va rentrer tout de suite ensemble dans le vif du sujet avec un exemple très concret. La réouverture du train des primeurs qui relie le marché de Rungis avec Perpignan. C'est un sujet d'Alexia Prunier avec Nassim Gomri. C'est un peu la star du marché de Rungis. Ah, voilà, il arrive avec 12 wagons chargés en plus des légumes. Il est 3 h du matin. Le train des primeurs fait son entrée en gare avec à son bord près de 300 tonnes de produits frais. C'est quel wagon là? Commence alors le balai des palettes. Parti de Perpignan quelques heures plus tôt, chacun de ces wagons frigorifiques transporte tous les jours une quarantaine de palettes de marchandises. L'équivalent d'une semi et demie. Donc sur un train de 12 wagons, vous avez l'équivalent de 18 à 20 camions de moins sur la route. Sur l'année, c'est donc 28 000 camions d'économiser sur le réseau routier. Et c'est là tout l'enjeu de ce train des primeurs, une logistique décarbonée. Le marché de Rungis a pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 30% avant 2030. Seul bémol pour le moment, ce train repart à vide. Le directeur général du marché veut donc développer ce mode de transport. Aujourd'hui, on a un train traditionnel, un train classique. C'est très efficace pour le marché de Rungis. Mais c'est moins efficace si demain, on veut faire descendre des produits industriels par le train. Et pour faire ceci, il faut avoir ce qu'on appelle une gare de combiné. Le transport combiné, c'est tout simplement l'union de la route et du rail. En France, les autoroutes ferroviaires notamment sont de plus en plus utilisées. Les premiers et les derniers kilomètres sont effectués par des camions, mais pour le plus gros du trajet, les remorques sont chargées directement sur des wagons. Ce transporteur français arrive sur la plateforme de chargement de Calais. Il est accueilli par Sébastien Arl, le directeur du terminal. On va accueillir le chauffeur, on va s'assurer de la conformité de sa réservation dans un premier temps. Ensuite, on va mesurer la remorque, la peser et vérifier l'ensemble des informations. Ensuite, on lui attribue une place de parking. Le chauffeur entre, dépose sa remorque. Bien souvent, on récupère une qui est déchargée du train et repart avec. Quelques minutes plus tard, les semi-remorques sont installées et sécurisées sur les wagons. Là, on vérifie un petit peu tout pour vérifier que le train fonctionne bien, qu'il est bien prêt à partir, qu'il ne va pas déborder, qu'il ne va pas tomber sur le chemin. Et puis voilà. Tout est bon, on peut partir? Tu peux y aller? Direction le sud de la France, près de la frontière espagnole, à plus de 1000 km de là. Un train complet, donc une remorque frigo qui transporte principalement des fruits et légumes. Et c'est le premier départ du jour vers le boulot. Pour offrir de la flexibilité aux routiers, plusieurs fréquences quotidiennes ont été mises en place ici à Calais et pour de multiples destinations. Calais-Le Boulou, mais aussi Calais-Mâcon et même bientôt Calais-7. En France, le groupe VIA s'occupe aussi de 4 grandes autoroutes ferroviaires. En 2019, avant la crise sanitaire, près de 110 000 unités ont été transportées et 87 500 tonnes de CO2 ainsi économisées.
Écologiquement, le transport ferroviaire est donc un outil d'avenir. Pourtant, il est en perte de vitesse depuis des décennies. Longtemps rentable pour la SNCF, le fret ferroviaire a commencé à diminuer au profit de la route au début des années 1980. À l'époque, le rail transportait 30% des marchandises, contre seulement 9% ces dernières années. D'abord parce que la France s'est désindustrialisée pendant ces 35 années. Et puis la route est devenue de plus en plus compétitive, avec notamment beaucoup de conducteurs venus d'Europe de l'Est. Et puis, et surtout, il y a eu très peu d'investissements sur le fret ferroviaire en France, ce que n'ont pas fait certains de nos voisins. La Suisse et l'Autriche sont à 32 et 35% respectivement, parce que depuis des décennies, c'est des pays qui ont investi massivement dans le fret ferroviaire et qui ont en parallèle aussi taxé la route. Mais désormais, l'État a décidé de reprendre le dossier en main. L'exécutif veut doubler la part du rail dans le transport des marchandises en France. Objectif, 18% avant 2030. Alors on voit bien la complémentarité entre la route et le rail pour le transport de marchandises. Jessica, quelle est la part du rail aujourd'hui en France dans le transport de marchandises? Ça représente combien? Alors, si on parle déjà globalement, le transport ferroviaire avec les déplacements voyageurs, c'est 10% des déplacements en France contre 85% pour la route. Et si on se concentre uniquement sur le fret ferroviaire, le transport de marchandises, on est un peu en dessous de 9% pour le ferroviaire. Donc c'est assez peu et on l'a vu avec une chute depuis le milieu des années 80 assez conséquente. Liée à la désindustrialisation de la France. Oui, exactement. Est-ce que c'est un moyen de transport vraiment moins polluant? Alors oui, puisqu'on estime que le fret ferroviaire émet 9 fois moins de CO2 que le transport routier. Et parallèlement, il faut aussi 6 fois moins d'énergie pour le fret ferroviaire que pour le transport routier. Nicolas Gint, pour Rail Logistics Europe, vous proposez le transport donc, de marchandises via le rail. À l'heure actuelle, quelles sont les lignes les plus fréquentées en Europe ? Alors, les lignes les plus fréquentées en Europe sont en général des lignes qui partent des ports, et notamment les plus grands ports européens. On les connaît, c'est Rotterdam, c'est Anvers, avec des flux extrêmement denses vers, d'une part, le sud de l'Europe, et je pense notamment à ce qu'on appelle le corridor Rhine-Alpine qui descend au travers de l'Allemagne, puis de la Suisse et de l'Italie. Et puis d'autre part, des corridors qui se développent aussi entre ces mêmes ports de Belgique et des Pays-Bas vers l'est de l'Europe qui a tendance à se développer industriellement. En France, très clairement, l'axe rhodanien est un axe extrêmement fort, extrêmement chargé, remonte au travers de l'est de l'Europe pour aller, de l'est de la France, pardon, au travers des tunnels vosgiens pour aller vers l'Allemagne et vers également le nord de la France. Voilà, sont vraiment là que sont les plus grandes densités de trafic aujourd'hui. Et le type de marchandises transportées? Alors le type de marchandises, évidemment, il y a dans des wagons dits conventionnels, eh bien, on va transporter du blé, du charbon, des produits pondéreux, des granulats évidemment pour l'industrie de la construction. Et puis après, il y a le combiné. On a un peu parlé dans le reportage. Le combiné, c'est soit des containers, soit des camions, des semi-remorques qui vont même directement sur les trains. Et ça, effectivement, on pense que c'est appelé à un avenir extrêmement radieux parce que c'est beaucoup plus simple de transporter ces marchandises dans des camions ou dans des containers plutôt que d'utiliser des wagons spécialisés. Quelle est la préoccupation numéro 1 de vos clients? C'est la décarbonation, j'imagine, du transport logistique. Est-ce que ce n'est pas aussi le gain de temps? Alors, comme souvent, il y a beaucoup de préoccupations, on s'en doute. Ce qu'on voit monter aujourd'hui de manière extrêmement forte, c'est ces préoccupations de décarbonation. Le transit time est important aussi. Alors, ça dépend évidemment du produit que vous transportez. Si vous transportez du blé ou des granulats, on comprend bien qu'il y a une moindre exigence sur le temps de trajet. Quand on est sur des flux qui alimentent, par exemple, la grande distribution parisienne au petit matin, évidemment, il faut un transit time performant pour permettre d'alimenter la grande distribution en temps et en heure. Jessica? Dans le reportage, on parlait de compétitivité de la route par rapport au ferroviaire. Est-ce que vous avez des chiffres justement qui illustreraient cette compétitivité et donc cette moins bonne performance finalement de ce point de vue-là du ferroviaire? Alors, la compétitivité, elle est quand même assez largement, mais pas exclusivement, mais assez largement liée à la distance parcourue. C'est-à-dire qu'on a un train qui transporte jusqu'à 40 camions. C'est le ratio qu'il faut retenir. Bien évidemment, plus la distance est importante, plus le train est effectivement compétitif. Donc
Donc je pense qu'il faut aussi se dire que le train n'est pas un mode de transport universel. On n'a pas de vocation à éliminer les camions des routes. On a besoin au contraire de construire une complémentarité pour que les camions se concentrent sur des parcours d'approche ou de dessert terminal et puis les trains assurent le long parcours au travers des pays et de l'Europe. David Valence, vous avez fait rouvrir la ligne courte distance Épinal-Saint-Dié, c'était en décembre dernier. Elle avait été fermée en 2018 à l'époque et c'est tout un symbole parce que c'est le signe finalement du retour des lignes de courte distance dans le nouveau pacte ferroviaire. D'abord, parlons chiffres, ça vous a coûté combien? Je rappelle que vous êtes vice-président en charge des transports de la région Ouest. Oui, alors c'est une ligne de voyageurs, ça n'est pas une ligne de fret, mais en investissement, ça a représenté 20 millions d'euros. Financé à hauteur de 60% par la région Grand Est et 40%, c'est un niveau un petit peu exceptionnel sur une ligne de ce type par l'État, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé à ce que la ligne rouvre. Et elle a rouvert dans des conditions très différentes de celles qui étaient pratiquées auparavant, puisque là où on avait 5 allers-retours par jour, on en a 10 aujourd'hui en semaine, 8 allers-retours par jour le samedi, parce qu'on a beaucoup de clients occasionnels aussi, et un temps de parcours qui est rationalisé. On mettait parfois jusqu'à 1h30 et maintenant on met 53 minutes. Effectivement. Quel avantage en avez-vous tiré, vous, en tant que maire de Saint-Dié, économiquement? Alors, évidemment, pour une ville, la capacité de son développement, c'est aussi lié à la manière dont on y accède ou dont on empare. C'est vrai depuis les Romains. Et donc, pouvoir se déplacer rapidement depuis une ville et aller dans d'autres villes, c'est vraiment une possibilité de développement. Et puis, il faut toujours insister sur le fait que le transport ferroviaire, c'est un transport qui, au kilomètre, est toujours meilleur marché que le transport routier. Parce que le retour du train, ça pourra peut-être permettre, pas tout de suite, parce qu'on renonce pas tout de suite à sa deuxième voiture, mais à un foyer de ne pas acheter un deuxième véhicule. Et on sait qu'une voiture, ça coûte entre 32 et 36 centimes du kilomètre. Et puis surtout, il faut faire aujourd'hui le train pour les voyageurs, le train d'aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire remettre des trains sur des voies ferrées en faisant des arrêts systématiques dans des gares qui sont mal aménagées, avec des temps de parcours qui sont très longs, ça ne marche plus aujourd'hui. L'un des paramètres fondamentaux de l'usage du train pour les voyageurs, c'est bien sûr le temps de parcours, c'est également la simplicité d'utilisation, notamment pour pouvoir stationner sa voiture ou arriver en vélo à la gare. Et c'est tout cela que nous avons fait à travers ce projet qui est un peu emblématique puisqu'il s'agit d'un territoire plutôt rural, de montagne, et en connectant en plus ce qui n'était plus possible depuis plus de 20 ans, Épinal à Strasbourg. Jessica ? Tout ça fait partie d'un plan en fait finalement plus large sur le ferroviaire, puisque on a souvent parlé du plan petite ligne, comme on dit souvent. Vous êtes la première région dans le Grand Est à avoir signé justement ce pacte entre l'État, la région et SNCF Réseau. Pourquoi est-ce que finalement vous avez voulu vous engager dans un plan un peu plus global? Donc les avantages, vous les évoquiez un petit peu, mais surtout avec la loi mobilité aussi, maintenant les régions peuvent se saisir de la fonction de gestionnaire d'infrastructure. Qu'est-ce que ça change pour la région? Et je crois d'ailleurs que vous avez aussi des appels d'offres qui sont en cours autour de ça. Alors d'abord, quand on parle de ces lignes qu'on appelle souvent petites lignes ou lignes de desserte fine du territoire, selon le vocabulaire, on parle de choux, de carottes et de navets. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous avez des lignes, par exemple en Grand Est, je prends l'exemple d'Épinal-Nancy, où vous avez plus de 7000 voyageurs par jour qui prennent le train, ce qui pour un train régional est beaucoup. Et puis vous avez en effet des lignes où il y a peu de voyageurs. Donc il faut les traiter de façon différenciée. Nous, ce qu'on a tout simplement dit en région, et nous sommes la 3e région de France en nombre de voyageurs qui prennent les trains régionaux tous les jours, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, mais devant toutes les autres, et assez largement. Nous avons dit tout simplement que certaines de ces lignes étaient indispensables à la vie de nos concitoyens. Quand vous êtes à Sarreguemines, pouvoir aller à Strasbourg, c'est une évidence. Quand vous êtes à Charleville-Mézières, pouvoir vous rendre à Givet ou le contraire, c'est une évidence. Et donc il fallait les préserver. Et plutôt que de se lamenter et de faire le constat, et c'est d'ailleurs vrai aussi sur le capillaire fret, de l'abandon ou du manque de ressources qui a été donné à SNCF pendant 30 ans pour investir sur cette ligne, nous avons choisi de prendre nos responsabilités avec l'État. Et donc, en effet, sur certaines de ces lignes où on savait que l'État n'irait pas en investissement, de dire, eh bien, chiche, on teste. On prend la main en délégation de gestion et c'est nous qui déciderons qui fera les travaux sur cette voie ferrée, y compris en essayant d'optimiser un peu les coûts, puisqu'on sait qu'en Allemagne, par exemple, au kilomètre de voie ferrée, rénover la voie, ça coûte environ 15% moins cher.
David Valence, est-ce que sur ces petites lignes, à l'avenir, il y a peut-être l'objectif de transporter aussi de la marchandise? Alors, il faut regarder cela à chaque fois. Mais ce qui est très frappant, c'est à quel point l'habitude de raisonner fret ferroviaire, y compris sur ces petites lignes-là, a été complètement perdue par des entreprises. Moi, je l'ai constaté sur la ligne dont on a parlé tout à l'heure, Épinal-Saint-Dié-des-Vosges, où quand j'ai interrogé SNCF Réseau pour essayer de savoir s'il y avait ce qu'on appelle des installations terminales embranchées, c'est-à-dire des systèmes ferroviaires qui permettaient d'amener directement les marchandises sur la voie ferrée depuis des entreprises. La réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y en avait plus. Ouais. Et pour avoir parcouru cette ligne, y compris à pied parfois, à proximité de la voie ferrée dans des entreprises, j'ai constaté qu'il y avait en effet la possibilité de remettre du fret ferroviaire. Mais vous savez, c'est un travail de longue haleine parce que quand les entreprises ont perdu l'habitude, elles ne la reprennent pas. Moi, je suis fils de scieur. Mon père, pendant des décennies, a fait rouler du bois sur des voies ferrées. Et puis un jour, il y a un wagon qui s'est perdu, un train complet, pardon, qui s'est perdu. Et il s'est passé plusieurs jours avant qu'on retrouve ce train. Et du jour au lendemain, toute la production, tout le sillage a été basculé sur le camion parce qu'il y avait ce problème de fiabilité. Donc, redonner envie de prendre le train pour transporter des marchandises, c'est aussi retrouver de la fiabilité dans l'infrastructure et dans le service. Alors justement, Nicolas Gint, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer davantage ce fret ferroviaire en France et en Europe ? Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Très clairement, le gouvernement a annoncé un plan de relance en milieu d'année passée sur le ferroviaire avec un apport de 170 millions d'euros de contribution annuelle à la fois au transport combiné, aux wagons isolés et à des avantages sur le prix des péages. Ça, c'est extrêmement important parce que le train a besoin d'être soutenu. Le train paye tous ses coûts. C'est moins le cas de la route. Le train a besoin d'être soutenu non seulement chaque année, mais aussi dans la durée. Et ce plan, il est extrêmement important parce qu'il nous montre que jusqu'en 2024 au moins, on aura cet accompagnement de l'État qui donne une visibilité aussi bien aux opérateurs ferroviaires que d'ailleurs aux clients chargeurs qui, évidemment, ne changeront leur supply chain que s'ils ont un minimum de visibilité. Ils ne vont pas la changer pour un an. Une fois qu'on change, c'est des décisions structurantes. Inutile de dire qu'on a besoin d'apporter cette visibilité. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui est très clairement sur la qualité qui est produite par le système. Elle commence par les sillons. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui doit offrir la capacité dont les trains de marchandises ont besoin pour pouvoir rouler. Donc il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois un réseau qui est vieillissant, qui nécessite énormément de travaux, énormément d'investissements. Et quand on fait des travaux, le risque, c'est qu'effectivement, on bloque les voies parce qu'on a besoin, évidemment, de la disponibilité de la voie pour l'entretenir. Donc, on a besoin de travailler en profondeur avec SNCF Réseau sur l'amélioration des sillons. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le transit time, hein, qui est évidemment clé dans le choix des clients. Et le réseau, c'est aussi extrêmement important en termes d'investissement sur le réseau. Là, je parle même plus de maintenance, je parle d'investissement pour le futur. Le gouvernement a déjà annoncé 1 milliard d'investissements et c'est tout à fait remarquable. La profession pense qu'on a besoin de 10 milliards complémentaires pour contourner Paris, contourner Lyon, améliorer le gabarit des voies ferroviaires, des tunnels vosgiens par exemple, pour permettre des trains plus longs, plus lourds, qui du coup seront plus compétitifs. Et ça, c'est des travaux neufs du coup ? Alors ça, ce sont des travaux, ça peut être un contournement peut-être des travaux neufs, des travaux d'aménagement du gabarit, ça peut être adapter les tunnels, hein, on comprend ce que c'est, on a des gabarits qui sont trop restreints aujourd'hui, qui ne permettent pas à des trains par exemple de type autoroute ferroviaire, parce que les semi-remorques sont trop hautes ou trop larges, de passer à vitesse à peu près normale dans un tunnel, donc il faut rogner sur le tunnel de manière à rétablir un gabarit qui est plus généreux et qui permet, donc là c'est pas vraiment des travaux neufs, mais c'est véritablement de l'adaptation de l'existant. Et en termes de maintenance, est-ce que vous avez chiffré aussi les besoins qu'il faudrait mobiliser ? Alors, tous les ans, il y a presque 3 milliards de maintenance qui est assurée par réseau. Aujourd'hui, la particularité, ça aurait pu être dit dans l'histoire du fret ferroviaire au travers des années, la France a fait un choix politique dont on se félicite aussi à une époque, de développer le réseau grande vitesse. Je pense qu'on est tous satisfaits d'avoir un réseau grande vitesse qui est absolument remarquable, mais il est vrai que ça a aussi signifié à un moment qu'on donnait plutôt la priorité à ce réseau-là plutôt qu'au fret ferroviaire. Merci beaucoup messieurs. Nicolas Gint, directeur de la stratégie de Rail Logistics Europe, et David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, vice-président de la région Grand Est en charge des transports